Aujourd'hui, on ne peut plus fermer les yeux. Notre façon de consommer a des conséquences désastreuses pour la planète. Alors, quand je dis la planète, c'est pas tout à fait exact parce que la planète, elle, s'adaptera. Elle a connu des périodes d'incandescence et des périodes glaciaires. Elle a les ressources pour se remettre et notamment de n'importe quelle suractivité humaine. Les conséquences désastreuses concernent les hommes. C'est pour nous que ça va être difficile. Catastrophes naturelles, guerre pour accéder aux ressources, flux migratoires, et autant vous dire que ça a largement déjà commencé, autant de conséquences de la surconsommation et de la suractivité qui menacent directement l'humanité. Alors que pouvons-nous faire ? Devons-nous attendre que les États et les grandes entreprises prennent des mesures ? Pouvons-nous agir à notre petite échelle ? Si oui, comment ? Autant de questions auxquelles je vous réponds dans ce nouveau podcast. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place dont je parle dans mes programmes et dans mes ateliers. Si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir et donc de me soutenir aussi, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que parfois c'est un petit peu galère, mais c'est vraiment très important pour moi parce que ça donne plus de visibilité à ce podcast. Alors, en préambule de ce podcast, je voudrais vous parler de la différence entre l'histoire du colibri et la Domino's Chain. Aujourd'hui, tout le monde connaît à peu près l'histoire du colibri, donc juste pour rappel, c'est l'histoire d'un grand feu de forêt et tous les animaux fuient, tous les animaux de la forêt fuient, sauf le colibri étant ce petit oiseau minuscule qui va chercher au lac des petites gouttes d'eau et qui les ramène sur le feu pour pouvoir l'éteindre. Quand un tatou, le voyant faire, lui demande « Mais pourquoi fais-tu ça, colibri ? Ça ne sert à rien !» Et le colibri a dit « Je fais ma part !» Alors, dans l'histoire du colibri, c'est sûr que c'est important parce que peut-être que le colibri va inspirer les autres animaux à en faire autant et que tous ensemble, peut-être qu'ils pourront éteindre le feu. Mais la réalité, c'est qu'on ne connaît pas réellement la fin de l'histoire du colibri. Alors que la Domino's Chain, c'est cette manière scientifiquement prouvée qu'on a démontré que en agissant, et même en agissant alors qu'on est le plus petit possible de la chaîne, même si les autres dominos sont de plus en plus gros, à partir du moment où le premier domino, aussi petit soit-il, eh bien, il arrivera à faire tomber le dernier domino, même si ce dernier domino pèse plusieurs milliers de tonnes. Tout simplement parce que c'est scientifiquement prouvé que un domino qui va entraîner un autre domino dans sa chute de plus en plus gros fera tomber le plus gros tout au bout. Il faut un petit peu se voir comme ça aujourd'hui. C'est comme si nous, en tant qu'individus, on était le domino le plus petit possible, si microscopique que presque on ne pourrait pas nous voir. Mais à travers notre démarche, on va en inspirer d'autres. Et donc, ça va être un deuxième domino un peu plus gros. Et à travers ce groupe qu'on aura inspiré, il va lui-même en inspirer d'autres. Et on va devenir ainsi les dominos de plus en plus gros qui un jour finiront par faire tomber le plus gros des dominos. Et moi, je crois à cette manière scientifique de faire changer les choses. Alors bien sûr que oui, à notre échelle, c'est de notre ressort. C'est dans nos pouvoirs que de pouvoir faire changer les choses. Comment ? Déjà en prenant conscience que la manière dont aujourd'hui on vit, nos modes de vie entraînent de la suractivité humaine, entraînent de la surconsommation, et donc tout ça en fait vont avoir des effets néfastes pour l'humanité, notamment à cause de l'émission des gaz à effet de serre, et notamment à toute l'énergie fossile qu'on utilise. Donc aujourd'hui, bien sûr, qu'on peut faire des choses à notre échelle. Il n'est pas trop tard. Au contraire, j'ai envie de dire qu'il est temps de le faire. Alors, par quoi commencer ? Qu'est-ce qu'on peut faire réellement ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Eh bien, c'est ce dont je vais vous parler dans ce podcast. Je vais vous parler des choses que on fait déjà, nous, à titre personnel, et puis aussi des choses vers ce à quoi on tend. Parce que on ne peut pas changer du jour au lendemain
toute une manière de faire, toute une manière d'envisager son quotidien. Ce sont des petits pas qu'on va pouvoir faire les uns après les autres, mais c'est en continuant de marcher, c'est en continuant d'être en mouvement qu'on arrive un jour à un résultat conséquent. Alors, je vous ai répertorié tout ça en plusieurs catégories pour que voilà, ce soit plus clair, plus fluide et puis aussi plus perceptible dans votre propre environnement, dans votre propre manière de faire. La première, ça va être concernant l'habitat. Finalement, aujourd'hui, on doit repenser notre habitat et se dire qu'il faut vraiment qu'on vive dans beaucoup plus petit. Alors peut-être que déjà, il y a déjà des personnes d'entre vous, certaines d'entre vous, qui vivent déjà dans des petits logements, et c'est top, c'est très bien. Dans ce cas, j'ai envie de dire, ne changez rien. En tout cas, c'est vrai qu'on aspire, en évoluant, à avoir toujours des maisons plus grandes, avoir des grands espaces, avoir des grands volumes, on parle des beaux volumes, etc., etc. Oui, mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours compatible avec une transition écologique. Pourquoi? Parce que plus on va avoir grand, plus on va devoir consommer de l'énergie pour pouvoir chauffer le logement ou le refroidir, selon l'endroit où on vit dans le monde. Et donc ça, voilà, c'est de l'énergie qu'on va devoir consommer. Dans un grand logement, il va falloir aussi trouver des meubles pour pouvoir meubler, combler les espaces vides, parce que une grande maison, si elle est vide, c'est pas forcément très joli. Moi, pour la petite anecdote, quand on a déménagé dans notre maison, qui était plus grande que la précédente, je la trouvais très vide. Donc c'était il y a 4 ans, et je me rappelle avoir acheté notamment un meuble. Et ce meuble, en fait, je l'ai acheté pour pouvoir combler le vide de l'espace. Et vous savez quoi? Pendant plus de 2 ans, le meuble est resté vide. Alors j'avais bien posé un bouquet de fleurs séchées, une lampe et 2-3 bougies dessus, voilà. Mais à l'intérieur, il y avait 2 placards, 2 tiroirs. Ils étaient vides. Et ils sont restés vides longtemps jusqu'à ce que je me dise, c'est quand même dommage d'avoir un meuble qui soit vide. Donc dans les 2 tiroirs, dans un tiroir, j'ai mis des bougies. Des bougies que je pouvais utiliser quand les autres étaient finis, consumées. Et dans l'autre, j'ai mis mes lectures en cours. Et là où c'est paradoxal, c'est que en fait, avant mes lectures en cours, elles étaient sur mon bureau. Et donc je les voyais tout le temps. Et le fait que je les vois tout le temps, ça me donnait envie de les lire. Sauf que là, maintenant qu'elles sont dans ce tiroir, je n'y vais plus. Du coup, j'accumule les lectures en cours et je ne les finis plus. Comme quoi, c'est complètement paradoxal, je vous l'avoue. Avoir aussi des maisons grandes, de grandes maisons, ça demande plus d'entretien. Parce que forcément, plus c'est grand et plus on va avoir des difficultés à tout entretenir, soit toute seule, soit aussi dans un temps qui est humainement possible. Alors on va passer beaucoup de temps à ranger, nettoyer, récurer, entretenir, etc., etc. Alors que finalement, plus l'habitat est petit, plus c'est facile de l'entretenir, de le maintenir dans un état acceptablement propre et rangé, et voilà, et plus c'est facile. Et puis aussi, plus la maison est grande, et plus on accumule des choses, parce que le fait d'avoir plus de place va nous permettre de garder, de conserver tout un tas de choses, alors que quand on est dans un petit habitat, il faut faire du tri régulièrement, parce que sinon, ça ne devient plus vivable. Alors, évidemment, si aujourd'hui vous vivez dans une grande maison, l'idée n'est pas de déménager. C'est ok, vous n'allez pas tous vendre vos grands logements maintenant qu'ils existent. Voilà, autant les consommer jusqu'au bout, autant qu'ils servent à quelque chose. Donc vous pouvez bien sûr rester dedans, mais par exemple, donc nous c'est ce qui se passe chez nous, on a donc un plus grand logement depuis maintenant 4 ans, 4 ans et demi. Mais l'idée c'est que par exemple l'hiver, il y a des pièces qu'on n'utilise pas. Il y a notamment 2 pièces qu'on n'utilise pas, c'est-à-dire qu'on ne chauffe pas ces pièces-là. Donc c'est notre dressing. Alors oui, on l'utilise le dressing, mais pas besoin de le chauffer en fait, puisqu'on y va juste pour chercher nos habits, donc ça sert à rien. Et puis il y a un bureau, notamment dans lequel je fais mes conférences lorsque je fais des conférences en ligne. Mais voilà, à la limite je vais chauffer juste pour la conférence, lorsque je donne une conférence, mais le reste du temps je n'y vais pas parce que je ne travaille pas dans ce bureau. Je travaille dans ma pièce de vie, tout simplement parce que voilà, les enfants aiment être à mes côtés. Et donc si je m'isole, je sais qu'ils vont venir me déranger dans la pièce. Donc autant que je sois directement dans la pièce de vie, comme ça ils vaquent à leurs occupations autour de moi.
ça peut être aussi le fait d'acheter un poêle. Alors un poêle, on va plutôt l'acheter d'occasion, hein, bien évidemment. Et puis on va chercher à se chauffer uniquement au poêle. Nous, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'il y a des... en fait, on chauffe la maison au poêle. Le poêle est très bien positionné, c'est-à-dire qu'il permet de renvoyer la chaleur à l'étage. Donc on n'a pas besoin de chauffer notre chambre qui est à l'étage. On a aussi une salle de bain à l'étage avec un tout petit chauffage d'appoint. Donc par exemple, si je dois donner un bain aux enfants en hiver, hop, j'allume le chauffage d'appoint. De cette manière-là, ça chauffe la pièce pendant 30 minutes, voire 1 heure. Et après, on éteint le chauffage d'appoint et on ferme la porte. De cette manière-là, la pièce est froide, mais c'est pas grave, puisque on ne va pas dans cette salle de bain-là, autre que pour prendre un bain. Et puis, évidemment, on va se couvrir. Hein, c'est-à-dire que l'hiver, on va mettre un bon pull. On va pas se promener en t-shirt chez soi. On va plutôt mettre des bonnes chaussettes polaires, une bonne paire de chaussons, si nécessaire, si on a vraiment froid. On va mettre un sous-vêtement. Quand je dis sous-vêtement, c'est pas un soutien-gorge ou autre, mais ça va être plutôt un maillot de corps en laine, ou voilà, dans une fibre thermique, hein, qui va vraiment pouvoir nous chauffer. Et puis avec un bon pull, bien chaud, hein, en laine, voilà, ou toute autre matière bien chauffante. Et si on doit acheter aujourd'hui une maison, si on a un projet d'emménagement ou de réemménagement, eh bien on peut se tourner vers une maison qui existe déjà et la retaper, la rénover, et voilà, plutôt que de l'acheter neuve, tout simplement. La deuxième chose sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est sur le regard des autres. Il faut essayer au maximum de se détacher du regard des autres. Pourquoi? Parce que dans notre société, on a tendance à vouloir faire bonne figure, donner bonne impression. Alors pour ça, on va acheter des beaux habits neufs, on va avoir des beaux bijoux, on va avoir une belle voiture, et puis on va avoir un bel intérieur, hein, et j'en passe, c'est des meilleurs. Alors évidemment, quand on fait ça, ça demande évidemment de consommer beaucoup de choses, et notamment consommer beaucoup de choses neuves. L'idée, c'est vraiment de pouvoir sortir de ça. Et en faisant ça, en arrêtant d'avoir des beaux habits neufs, des beaux bijoux, des belles voitures, des intérieurs flambant neufs, etc., eh bien, on va inspirer les autres à moins s'attacher aux apparences et aux objets. Hein, notre essence, elle n'est pas dans ce que l'on porte ou dans ce que l'on utilise, mais dans ce que l'on est réellement, hein, dans ce qui vibre à l'intérieur de nous. Moi, je me rappelle de cette phrase que Sarkozy avait prononcée, je ne sais plus en quelle année. Il avait dit, si à 50 ans on n'a pas de Rolex, on a raté sa vie. Je ne partage absolument pas cette idée, je ne partage absolument pas cet adage, parce que pour moi, on a réussi sa vie quand on arrive à s'aligner aux valeurs que l'on porte en soi, et quand on arrive à les vivre, quand on arrive à complètement assumer qui on veut être, en assumant vraiment la personne qu'on veut être. Ça, c'est important. Pour vous donner une petite anecdote personnelle, il y a quelques mois, j'ai voulu une belle bague. Je me suis dit, j'ai très envie d'avoir un beau bijou. Ce sera aussi quelque chose que je pourrais transmettre à ma fille ou à mes enfants d'une manière générale. Voilà, j'investis quelque part dans la pierre, dans la matière précieuse, etc., etc. Et en fait, j'en suis complètement revenue. Aujourd'hui, c'est pas que j'ai plus envie de ce beau bijou, mais en tout cas, je ne le veux pas neuf. Parce que déjà, il y a trop d'énergie, hein, pour extraire les pierres, et puis aussi les conditions dans lesquelles elles sont extraites sont problématiques pour la condition humaine. Donc, j'ai renoncé à acquérir, à m'offrir un bijou neuf. Par contre, j'aimerais évidemment pouvoir le recevoir de la part d'une transmission. Par exemple, je sais que j'ai une grand-mère qui est aujourd'hui décédée depuis plusieurs années, qui a transmis certains bijoux, notamment à ses filles, donc notamment à ma maman, mais qui ne les porte pas. Donc peut-être que je pourrais demander à ma maman si elle me permet de les porter. Ça peut être une option pour moi. Et puis voilà, j'ai encore une autre grand-mère en vie, et puis j'ai aussi ma maman en vie, voilà, toutes ces personnes qui ont aussi des bijoux. Donc peut-être qu'un jour elles pourront me les offrir de leur vivant, ou peut-être que j'en aurai la transmission si elles décèdent. Mais voilà, ce qu'il faut faire, c'est peut-être faire plus preuve de patience, réfléchir en tout cas aux manières dont on peut acquérir certaines choses, et finalement, pourquoi je remets en cause ce besoin à un moment que j'ai eu?
je le remets en cause parce qu'il n'est pas vital et qu'il ne me permettra pas de devenir une meilleure personne. Ni aux yeux des autres, ni à mes propres yeux. Se détacher du regard des autres aussi, ça permet aussi d'avoir moins de pression. Parce que quelque part, si je suis mal habillée, si je suis pas maquillée, comme aujourd'hui pour enregistrer ce podcast, si vous le regardez sur YouTube, eh ben oui, je ne suis pas du tout maquillée. Et c'est ok en fait. Chacun fait comme il veut. Je prends beaucoup de plaisir parfois à me coiffer et à me maquiller pour des occasions particulières ou parce que j'en ai besoin sur certains jours, mais je le fais pas tous les jours. Je le fais vraiment quand j'ai envie de faire ça pour moi, ou parce que ça me fait plaisir, ou voilà, parce que j'en ai besoin, ou autre. Mais ce n'est pas une habitude, je ne suis pas dans cette habitude de consommer du maquillage ou des produits, voilà, de tous les jours. C'est aussi plus économique, parce que forcément, on va moins consommer, parce qu'on on ne sera plus dans le « j'ai, donc je suis ». Pour vous donner un exemple, il y a à peu près 18 mois à présent, on voulait changer de voiture. On a un Renault Espace qui a quasiment 10 ans, peut-être même 10 ans, je ne sais plus s'il les a révolus ou pas. Bref, on s'est dit oui, il faudrait qu'on change de voiture, etc., etc. Et donc on s'est dit, on va s'acheter un SUV Volvo XC90. Et on va l'acheter neuf. Grosse voiture, 7 places. Alors oui, le Renault Espace fait aussi 7 places, bien sûr. Mais voilà, grosse voiture neuve, 7 places. Et finalement, on l'a pas fait. On l'a pas fait, pourquoi ? Parce que c'était pas économique, c'était pas écologique en fait de racheter une grosse voiture neuve alors que notre voiture elle roule encore. Donc finalement on a continué avec notre voiture. Là elle vient même de passer le contrôle technique et bien je suis super contente et super fière d'ailleurs parce que j'ai prolongé de 2 ans sa durée de vie. Donc c'est cool, j'ai changé ce qu'il fallait changer, j'ai pu réparer ce qui devait être réparé et on repart pour 2 ans. Alors soit notre voiture elle est pas très belle à voir, elle fait vraiment pas le figure par rapport à toutes les belles voitures qu'on peut voir aujourd'hui, tout ce que vont avoir nos amis aussi comme belles voitures, etc., etc. Mais c'est pas grave, moi je suis contente de me dire que je vais emmener ma voiture jusqu'au bout, je vais la garder le plus longtemps possible. Alors évidemment faut pas se mettre en danger non plus, donc c'est pour ça qu'il faut réparer quand c'est nécessaire. Mais voilà, on n'a pas besoin d'une voiture luxueuse, on a juste besoin d'une voiture qui nous emmène d'un point A à un point B et qui transporte les affaires dont on a besoin quand on a besoin de transporter des affaires. Donc ça c'est très très important. Et aussi, se défaire du regard des autres, ça apporte aussi des bénéfices écologiques parce qu'on va mieux utiliser ce que l'on a déjà, on va en prendre plus soin. C'est l'exemple que je vous donnais avec notre voiture, donc notre Renault Espace, on va mieux l'entretenir pour qu'il puisse nous durer le plus longtemps possible. La troisième chose dont je veux vous parler, ce sont les lieux d'achat. Il faut savoir que les endroits où on va, vont nous inciter ou ne pas nous inciter à surconsommer. Quand on va chez Carrefour, Leclerc, Auchan, Super U ou dans n'importe quel centre commercial, on peut imaginer que sur l'instant T, on va gagner du temps et de l'argent parce que on va consommer des produits quand même qui sont bon marché. Et puis il y a tout au même endroit, donc on va gagner du temps à ne pas aller dans plein de petits marchés indépendants, en tout cas les uns les autres, ou pas acheter trop cher ces produits. Seulement, moi je trouve que aller dans les magasins bio, par exemple, ne coûte absolument pas plus cher. Je m'explique. Si vous allez dans les grands centres commerciaux pour faire vos courses, vous allez être soumis à plein de tentations, vous allez être soumis à plein de trucs dont vous n'avez pas besoin. Il suffit déjà de commencer par traverser la galerie marchande s'il y a une galerie marchande. Ça crée des envies. Tous ces produits à portée de main, ces produits bon marché, en fait vous n'allez pas hésiter. Vous allez les acheter, vous allez être sollicité, ça va vous créer des besoins et vous allez les acheter sans vous poser la moindre question.
Je parle pas non plus de la fatigue nerveuse auquel vous allez être confronté à cause des sursollicitations, que ce soit des sursollicitations dues à la musique, dues à l'éclairage, dues à l'agressivité des promotions en cours. Bref, combien de fois j'ai pu aller à Carrefour, parce que bon, je dis Carrefour parce que c'est la grande surface la plus proche de chez moi, et que je me suis retrouvée avec des produits qui n'étaient pas sur ma liste de courses, des produits dont je n'avais pas foncièrement besoin, et aussi la fatigue nerveuse dont que j'ai ressenti. Et après, qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire que je suis moins disponible pour mes enfants, je suis moins patiente, je suis plus exigeante, je suis moins bienveillante envers moi-même, envers mes enfants et envers n'importe qui. Donc forcément, beaucoup de choses négatives dans ma vie. Alors que quand vous rentrez dans un magasin bio, souvent c'est un environnement calme, parce que, alors malheureusement il y a moins de monde, vous avez des produits qui sont de meilleure qualité. Donc quand vous les achetez, vous avez déjà, vous savez, ça, on parle de transmission, vous savez, quand on achète un livre, il y a beaucoup de gens qui achètent des livres et qui ne les lisent pas. Pourquoi? Parce que le simple fait d'avoir acheté leur livre leur procure cette sensation de transmission, comme s'ils avaient déjà acquis le savoir du livre alors qu'ils n'ont pas ouvert une seule page. Et c'est un petit peu pareil avec les produits qu'on va acheter. Quand on achète un produit de qualité, on a cette transmission, on a cette sensation de déjà se faire du bien alors qu'on ne le consomme pas concrètement. Donc ça permet aussi un repos de l'esprit, quand vous êtes dans un environnement serein, avec souvent les lumières dans les magasins bio, elles ne sont pas agressives, souvent le mobilier, il est fait en bois, il est fait en matière tout à fait noble, et voilà, sans en faire trop, sans en faire des caisses. Du coup il y a une sensation d'apaisement, une sensation de d'être reposé, et on n'est pas dans une sursollicitation. On dépense forcément moins, et surtout on dépense mieux. Et forcément, quand on dépense mieux, il y a une sensation d'accomplissement à chaque fois qu'on en sort, en fait. Quand on sort du magasin, moi je sais pas si ça vous fait cette sensation quand vous sortez d'un magasin bio, mais moi en tout cas j'ai cette sensation d'accomplissement. Faire les courses passe d'une corvée à un moment où on s'aligne avec ses valeurs. Et quand même, ça, pour l'estime de soi, c'est quand même quelque chose de très fort. Ensuite, je voudrais parler des habitudes d'achat. C'est très important de consommer uniquement ce qui est nécessaire. Alors, par exemple, pour les achats d'équipements, donc on l'a vu, les centres commerciaux, c'est une source de sollicitation intempestive. Pour vous donner un exemple, si je rentre dans un H&M avec l'idée d'acheter une paire de chaussettes, je peux vous garantir en toute sincérité que je ne ressortirai pas qu'avec une paire de chaussettes. Donc c'est important en matière aussi d'équipement de la personne, de vêtements ou de tout autre équipement, de se fixer un nombre de pièces, d'autant plus pour les enfants, parce qu'ils grandissent assez vite quand même, et donc il y a des renouvellements réguliers de leur dressing. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, moi chez nous, j'ai mon nombre de pièces, donc j'ai 4 bas pour l'été, 4 bas pour l'hiver, alors ça peut être du jupe ou des robes ou des pantalons selon le genre de l'enfant, j'ai 7 slips, 7 paires de chaussettes, 4 hauts légers, 4 hauts plus chauds, un manteau, une paire de sandales, une paire de chaussures fermées, plus les accessoires comme une casquette en été, un bonnet, une écharpe, une paire de gants en hiver, etc. etc. Voilà, mais en tout cas, on a un nombre donné de pièces dont on a besoin. Et en fait, du coup, je consomme quand la pièce a été au point de rupture. C'est-à-dire qu'elle a été déchirée et que je ne peux plus réparer, qu'elle a été trouée, que je ne peux plus réparer, ou qu'elle est tellement tachée que, voilà, quand même, pour sa propre décence, je ne vais plus pouvoir lui mettre. Et là, dans ce cas-là, je vais pouvoir remplacer ces pièces-là dans des vestiaires de seconde main. Donc il y a les vide-greniers, Vinted, Emmaüs, les magasins aussi de seconde main, tous les magasins de troc, etc. On va pouvoir même apporter des pièces et on va pouvoir en consommer d'autres selon le crédit qu'on va avoir, etc. etc. Donc ça c'est vraiment important. On m'a posé la question récemment comment je faisais pour que cette utilisation seconde main ne devienne pas chronophage. Alors j'ai envie de vous dire déjà je consomme uniquement ce que j'ai besoin. Donc je ne vais pas par exemple sur Vinted en me disant tiens de quoi je pourrais avoir besoin aujourd'hui. Non, si j'ai besoin d'un Bermuda, je cherche un Bermuda, je cherche la couleur du Bermuda, je cherche la marque du Bermuda. Par exemple, sur Vinted, j'utilise, en tout cas, je fais énormément de tri très restrictif
pour n'avoir qu'une quarantaine de pièces en fait à regarder, une quarantaine de pièces, vous la scrollez en même pas 2 minutes quoi. Donc ça permet vraiment d'avoir une vision d'ensemble sur des pièces très précises, sur ce que vous voulez. Moi j'ai les marques, pour moi par exemple si je dois acheter pour moi, j'ai des marques très précises que j'achète. Pourquoi? Parce qu'elles sont gages de qualité en termes de matière. Et voilà, et en fait je sais aussi que plus par exemple les personnes vont avoir des belles pièces, plus elles vont bien les entretenir. Donc je sais que même si je les achète et que je le mets bon état, je sais que le bon état va réellement être un bon état. Parce que je fais aussi attention à la manière dont, enfin à ce que j'achète. Quand on achète du H&M, du Zara, du Promode ou du Camailleux, ou voilà, je sais pas, il y a l'autre marque. En fait ce sont des pièces plus bas de gamme, on les achète pas cher, donc quand c'est pas cher, on n'en prend pas soin. Et c'est normal, c'est humain. Alors que quand on va acheter une pièce chez, je sais pas, chez Bache, chez Mage, chez Bompard, tout ça, et ben on va en prendre soin. Parce que ça nous a coûté cher et donc forcément on va y faire attention. Donc forcément la durée de vie du produit va être prolongée. Alors encore une fois, si vous avez des produits qui tombent en rade, et moi c'est le cas avec les habits des enfants ou même certaines pièces à moi, quand elles sont inutilisables, complètement inutilisables, eh bien je m'en sers pour en faire des lingettes ou voilà des chiffons ou des choses comme ça. De cette manière-là, encore une fois, je continue de faire durer la durée de vie du produit. C'est aussi important de pouvoir choisir des produits durables. Je pense notamment par exemple aux fournitures des enfants. C'est bientôt la rentrée là, en cette période de fin août. Essayez de privilégier des accessoires durables. Au lieu d'acheter des règles en plastique, achetez des règles en métal. Resservez-vous aussi de ce que vous avez déjà. Classeurs, crayons, gomme. Pas la peine d'acheter neuf, bien évidemment, on consomme ce que l'on a déjà. Au niveau des classeurs, vous pouvez très bien vider le contenu du classeur de l'année précédente pour le mettre dans une pochette en carton et donc vous resservir du classeur. En cuisine aussi, c'est important de choisir du durable avant tout. Choisir des produits en verre, notamment pour les tupperwares, je pense à tous ces tupperwares en fait, vous savez, qui deviennent, qui se teintent avec le temps. Si vous mettez, je sais pas, des pâtes à la bolognaise dans votre tupperware et il va rester rouge, voilà, quasiment ad vitam aeterna, alors que le verre, non. Ils peuvent aussi puer, tout ce qui est plastique, des fois ça pue, après ça finit par prendre l'odeur, puis ils peuvent se rayer, voilà, alors que le verre, non, le verre est utilisable à l'infini et recyclable à l'infini. Pensez aussi à l'inox, pour les poêles, pour les casseroles, ça en fait des casseroles et des poêles quasiment increvables, ou aussi en métal, je pense notamment aux passoires, aux pressailles, aux économes, aux couverts tout simplement. Voilà, privilégier le métal et aussi privilégier le bois, notamment pour les spatules, etc., etc. Alors, attention, je porte votre attention, si vous avez déjà des produits en plastique, voilà, ou pas des matériaux durables, ne rachetez pas. Utilisez ce que vous avez jusqu'au bout. C'est l'un des premiers actes anti-surconso que vous pouvez faire le plus facilement du monde, c'est utiliser jusqu'au bout ce que vous avez déjà. Et pour le reste, pour vous rééquiper, eh bien pensez toujours seconde main. Ça c'est très très important. Moi, depuis que je fais ça, je me rends compte vraiment que l'urgence, le besoin d'urgence, ce truc qu'on a, eh bien c'est uniquement dans notre tête, parce qu'en réalité, on peut se passer de tout. J'en ai fait la preuve, je l'ai vraiment ressenti quand on a passé 4 mois au Costa Rica, là dernièrement. J'ai rien acheté. Alors j'ai rien acheté, déjà parce qu'il y a très peu de magasins, et en plus de ça, parce que ça nous aurait été très compliqué de ramener des choses dans nos 2 valises. Donc j'ai rien acheté. J'ai eu des besoins, par exemple les maillots de bain des enfants sont tombés en rade, ils se sont détendus parce que c'était déjà la 2e année qu'ils les portaient, et nous on est quand même régulièrement dans des endroits où il fait très beau, très chaud, donc on se baigne beaucoup, et donc les maillots de bain sont clairement tombés en rade, ça pendouillait, c'était très moche, ça leur faisait des robes. Et forcément, je pouvais pas vraiment en racheter parce qu'en fait, il y avait bien un modèle au magasin, mais voilà, je le trouvais pas très esthétique, etc., etc. Donc en fait, les enfants se sont mis tout nus, tout simplement. Et donc on a attendu d'être en France pour que je puisse aller leur acheter en seconde main des maillots de bain qui faisaient l'affaire et qui vont pouvoir continuer de porter. Et ça, j'ai vraiment eu cette sensation de tranquillité de l'esprit et ce gain de temps. J'ai vu ma charge mentale baisser considérablement parce que je n'étais plus en permanence dans l'optique de acheter.
ah j'ai un besoin donc je dois acheter. Oui, j'avais des besoins, mais je pouvais pas acheter. Donc j'achetais pas. Et en fait, je me suis rendu compte que déjà d'une part, je pouvais faire sans, et en tout cas, je pouvais faire de matières alternatives, et d'autre part, que finalement, je pouvais décaler la consommation, en tout cas, l'assouvissement de ce besoin. Alors, enfin, pour finir avec ça, je pensais que vraiment que j'étais pas une grosse acheteuse à la base, mais j'ai vraiment vu à quel point je pouvais diminuer drastiquement mes achats pour les réduire à quasiment zéro. Donc vraiment, je vous invite à prendre conscience de ça. Le premier acte que vous pouvez faire, c'est vraiment prendre conscience de tout ça. Maintenant, pour les achats de biens comestibles, parce que c'est très important aussi, on passe beaucoup de temps à acheter ce que l'on va manger, ce que l'on va consommer voilà, comme biens comestibles. J'aimerais vous dire que déjà, plus la nourriture est transformée, plus elle est stimulante. Donc l'idée, c'est bien sûr d'aller chercher le produit qui soit le moins transformé possible. Alors pour ça, je vous confère au podcast 66 qui s'intitulait les 4 règles d'or d'une alimentation équilibrée. Ça va vous permettre d'y voir plus clair sur les produits bruts, peu transformés, transformés et ultra transformés. En tout cas, moi, quoi qu'il en soit, quand je fais mes courses, je fais de toutes petites courses. Pourquoi ? Parce que déjà, ça va moins remplir mes placards. Et donc, moins remplir mes placards, ça va me donner moins de possibilités de me remplir moi-même. Un jour, j'avais entendu la phrase qui, en gros, c'était « Quand on n'a plus rien à remplir, eh ben on se remplit soi. » Et c'est vrai. À force de remplir notre maison, quand elle sera complètement remplie, qu'est-ce qui va se passer ? Eh ben on va chercher à se remplir soi, si ce n'est pas déjà fait. Donc voilà, je ne cherche pas à remplir mes placards, mais juste à avoir de quoi substituer pour les entre 3 et 7 prochains jours. Le fait aussi de faire des petites courses, ça me permet d'avoir moins de pertes. Pourquoi ? Parce qu'on mange ce que l'on a à notre rythme et on recuisine les restes. Parfois, quand on en a trop chez soi, eh ben, on perd un petit peu ce focus sur il faut qu'on consomme ce que l'on a. On oublie ce que l'on a et donc bah, ça va se perdre, ça va périmer, ça va s'abîmer et on va finir par le jeter. Et puis aussi, je fais des petites courses parce qu'on consomme au maximum vivant. Donc des produits crus, des produits bruts, des fruits, des légumes. Et donc ça demande de se réapprovisionner régulièrement, parce que les fruits et les légumes frais ne tiennent pas des semaines. Ça me permet aussi d'avoir moins de stress. Vous savez, quand on va faire les courses une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, et alors là, si on a oublié un truc, mais c'est le drame, on se dit « Ah non, mais comment on va faire pour tenir une semaine sans huile, ou une semaine sans yaourt, ou une semaine sans lait, ou je ne sais pas quoi ?» Bref, c'est moins de stress, parce que si j'ai oublié un truc vital, eh ben je sais que 2 ou 3 jours après, j'y retourne, donc voilà, je peux faire sans 2 ou 3 jours. Et puis, enfin, ça va me donner l'impression d'y passer moins de temps, parce que je ne fonctionne pas en session de course. C'est plus en mode, je fais un saut et je rachète ce dont j'ai besoin. Donc du coup, je me retrouve à passer 20 minutes dans le magasin au lieu de une fois 1h30, quoi. Donc voilà toutes mes petites trucs et astuces pour sortir de la surconsommation sans manquer de rien. Je tiens aussi à vous préciser pour finir ce podcast, ne vous mettez pas la pression, ne culpabilisez pas de ce que vous faites, de ce que vous ne faites pas ou de ce que vous ne faites pas encore. Faites à votre rythme, c'est très très important. La première démarche pour déconsommer, en tout cas pour se mettre dans une consommation décroissante, c'est de prendre conscience. Plus vous en aurez conscience, plus le cheminement s'installera en vous, et c'est à ce moment-là que vous agirez naturellement vers ce que vous avez besoin de faire. Vous ne serez jamais parfaite. Je ne serai jamais parfaite. J'ai encore de gros efforts à faire. Alors moi, clairement, ma surconsommation, elle est principalement liée au transport, et notamment à l'avion. Parce que si j'enlève l'avion pour me déplacer, j'ai envie de dire que je suis pas trop mal. Mais l'avion est clairement catastrophique. Mais c'est en prenant conscience qu'on se sensibilise. N'oubliez jamais que c'est en prenant conscience des choses qu'on s'y sensibilise. Voilà, donc restez ouverte, restez sensible à tout ce qui vous entoure, continuez de vous informer, continuez de prendre conscience de tout ce que vous pouvez faire. C'est vraiment la première étape, la chose la plus petite que vous pouvez faire aujourd'hui, là tout de suite maintenant, c'est juste de prendre conscience qu'il y a peut-être des choses dans votre quotidien que vous pouvez améliorer. C'est tout. Ça va pas plus loin que ça. Vraiment, attachez-vous à ça et c'est vraiment de cette manière-là que vous allez mettre le pied à l'étrier
pour rentrer dans une déconsommation et que vous verrez que vous ne manquerez de rien. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Merci pour m'avoir écouté. Merci pour votre confiance. Passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.